Au sommaire de l'actualité de ce 5 août, date historique pour nous voltaïques devenus burkinabés. Le 5 août est en réalité le véritable anniversaire de l'indépendance du Faso, 60 ans de liberté, d'autonomie sociopolitique et économique du pays des hommes intègres. Que de chemins parcourus, mais quel bilan au juste 60 ans après? Des anciens nous le diront en début de journal. Également à la une, un clin d'œil à l'aéroport international de Ouagadougou qui a repris du service avec l'ouverture des frontières aériennes depuis le 1er août. Une vingtaine de vols enregistrés, mais il faut montrer patte blanche avant de monter à bord. Covid-19 l'exige. Explication dans un instant. L'actualité internationale nous conduira dans la capitale libanaise, Beyrouth, endeuillée par une double explosion. Plus de 100 morts, 300 personnes sans domicile et des dégâts se chiffrent à coût de milliards. Voilà pour le sommaire de ces 13 heures, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Bonne fête à tous. Il fallait y être le 5 août 1960 pour voir la joie de nos aînés, les voltaïques, au moment de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. Un vent nouveau souffle porteur d'espoir, mais que de déception pour le professeur Yacouba Zerbo, enseignant-chercheur à l'université de Ouagadougou. Il est au micro de Pascal Canet. Cette évolution vers l'indépendance a été en quelque sorte encadrée par l'évolution de la société internationale. Je l'ai dit aussi qu'au sortir effectivement de la Deuxième Guerre mondiale, ni l'URSS ni les États-Unis ne voulaient plus des empires coloniaux. Ça, c'est un. Et de deux, la création effectivement de l'ONU, qui en réalité a pris en compte la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'était effectivement des impératifs au plan international qui s'imposaient effectivement à ces pays colonisateurs pour les amener effectivement à respecter un peu les droits de l'homme, notamment les droits des communautés. Donc, c'est pour cela que progressivement, la question d'autonomie qui avait été effectivement refusée a été finalement acceptée par la suite. Et la question des communautés franco-africaines, qui en réalité, dans son application, ne reconnaissait pas l'indépendance des États membres de la communauté. Non. C'était que ces États rentraient effectivement dans cette communauté, mais en tant qu'État second, parce que tout simplement, le seul État qui est bien reconnu au sein de cette communauté franco-africaine, c'était l'État français en tant que tel. Voilà. Mais maintenant, les autres ne l'étaient pas. Et De Gaulle l'a bien dit. Ces États membres effectivement de la communauté pourraient évoluer vers l'indépendance en remplissant un certain nombre de conditions. Cela a été dit, ça veut dire qu'en État membre de la communauté franco-africaine, on n'était pas encore indépendant. Voilà. Donc c'est pour vous dire que, alors, il y a une évolution progressive, mais il y a une résistance réelle aussi de la part effectivement des puissances colonisatrices. Il y a eu la précipitation aussi parce que la France, à un certain moment, il faut se le dire, a été un peu affaiblie dans ses initiatives de colonisation. Rappelez-vous un peu, alors, la guerre d'Indochine, Dien Bien Phu. La France a voulu aller à la reconquête effectivement de ce territoire-là. Mais en réalité, les Américains ne voulaient pas l'accompagner dans cette initiative. Le 5 août 1960, on en reparle toujours avec le couple d'Era, actuellement Bobo Dioulasso, témoin oculaire de l'avènement des indépendances à l'époque. Ibrahim, collégien à Ouagadougou, et Odile, élève à Dédougou, apprenaient plus l'histoire du colon, les Gaulois, au détriment de leur propre histoire. Marié et même admis à la retraite, le couple se souvient de cette date comme si c'était hier. Témoignage dans ce reportage de Lamine Karantao et Karim Sissé. À la retraite depuis maintenant une vingtaine d'années, Arjuma Ibrahim Dera et son épouse font partie des voltaïques qui ont vécu l'avènement de l'indépendance de la Haute-Volta. C'était le 5 août 1960. 60 ans après, ils se remémorent l'événement. À l'époque, ils n'étaient que des élèves de 13 et 16 ans. Le 5 août 1960, moi j'étais à Ouaga, dans un établissement qu'on appelait le Centre d'apprentissage, CA. C'est l'actuel lycée technique. Alors, donc le 5 août, nous étions des élèves. Je faisais la 6e. Le 5 août 1960, j'étais élève à Dédougou.
à l'école primaire, CM2. Avant l'indépendance, dans les colonies françaises, la grande partie du programme scolaire était consacrée à la France. Les élèves et collégiens, au dire du couple Dera, apprenaient très peu sur leur propre pays. De la France, par contre, ils en savaient beaucoup. Ils apprenaient à l'école que leurs ancêtres étaient gaulois et apprenaient à chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard en sang élevé, l'étendard en sanglant élevé. Entendez-vous dans ces campagnes? On apprenait beaucoup plus de la France que de notre pays. L'histoire, la géographie, tout était français. Nos ancêtres étaient des Gaulois. Et c'était ça. À leur jeune âge, ils ne mesuraient pas la portée de l'indépendance. Madame et Monsieur Dera se souviennent néanmoins que la proclamation de l'indépendance par le président Maurice Yamégo a été accueillie par les voltaïques avec ferveur. Il y avait de l'ambiance un peu partout. Il y avait de l'ambiance, il y avait des festivités dans les bars, il y avait des danses qu'on organisait. Bon, c'était vraiment, c'était joyeux. C'était une ambiance de fête. Beaucoup de gens circulaient avec ces bonnets comme des toits de paille là, avec les trois couleurs noir, blanc, rouge. Tout le monde portait ça. D'abord, il y avait ces bonnets. Ils existaient avec les couleurs bleu, blanc, rouge. Et maintenant, ça passait au noir, blanc, rouge. Moi-même, j'en ai confectionné et j'en ai vendu beaucoup. Avec l'indépendance, les voltaïques d'alors s'attendaient à un profond changement. Désormais, ils vont disposer d'eux-mêmes, conduire la destinée de la haute volta et apporter un développement réel taillé sur mesure. Mais beaucoup d'entre eux vont très vite déchanter. Les espoirs sont un peu déçus. Parce que je pense que tout est devenu beaucoup plus difficile. Et disons que l'économie n'a pas suivi. Voilà, c'est pas... Pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut travailler. Il faut travailler, il faut beaucoup plus d'intégrité, il faut moins de corruption. Les choses devaient s'améliorer pour que les gens se sentent vraiment à l'aise. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et au fil des années, les gens ont été déçus. Tout n'a pas été mal, tout n'a pas été parfait non plus. 60 ans après l'accession de la haute volta à la souveraineté nationale et internationale, la déception est toujours palpable. Malgré cette déception, la date du 5 août demeure une date importante dans l'histoire du Burkina Faso. Et pour le couple Dera, aujourd'hui âgé de 73 et 76 ans, c'est à la jeune génération de prendre le destin du pays en main pour un développement socio-économique qui réponde aux aspirations réelles des populations. Ensemble donc pour l'édification du Faso. Autre point de l'actualité, l'aéroport international de Ouagadougou a repris des services depuis l'ouverture des frontières le 1er août dernier. Une vingtaine de vols enregistrés à la date d'hier. Mais attention, le protocole sanitaire est strict, le contrôle à l'aller, tout comme à l'arrivée, car Covid-19 l'exige. Explication avec Souleymane Senou et Sanoa Christine Koulibaly. Un hall d'attente qui grouille de monde, des commerces ouverts, des passagers prêts à embarquer et des avions prêts pour le décollage. La vie reprend son cours ici à l'aéroport international de Ouagadougou. Mais avant d'embarquer, le respect strict du protocole sanitaire s'impose. Un protocole qui commence dès le parking avec ce marquage au sol. Puis, la première barrière sanitaire. Gel hydroalcoolique, renseignement de la fiche voyageur, présentation du test Covid valide, prise de température avec l'accessoire devenu indispensable,
le masque. C'est une batterie de mesures qui est appliquée pour assurer la sécurité sanitaire des passagers. Au niveau sous-régional, il y a eu une concertation au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de l'UMOA, pour arrêter les procédures d'entrée et de sortie des différents territoires. Le Burkina a élaboré un protocole d'accès au pays. Et ce protocole dit que quand vous arrivez, vous devez présenter un test à la COVID-19 fait à la PCR dans un laboratoire agréé. Donc à l'arrivée, vous présentez ce test. Si vous avez un résultat de test négatif, vous êtes autorisé à rentrer et à faire vos formalités pour accéder à la cité. Seuls ceux qui auront montré patte blanche franchiront cette entrée. Le cas échéant, une autre procédure est mise en branle. À l'arrivée, vous ne disposez pas du test. Comme vous l'avez remarqué, nous vous mettons à l'écart. On laisse tous ceux qui ont leur test finir leur formalité et on vous autorise après à faire vos formalités. Quand vous finissez vos formalités, les autorités policières vous confisquent vos documents d'identité. Et vous êtes remis au service de santé qui vous amène ici même pour vous faire les tests. En ce moment, nous vous appliquons 2 tests. Ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide, dont les résultats sont disponibles en 45 minutes maximum. Et si ce résultat est négatif, on vous permet de rentrer en attendant le résultat du deuxième test qui est la PCR. Maintenant, si ce premier test rapide est positif, nous vous conduisons dans un hôtel sous escorte policière où vous êtes gardé 48 heures en attendant le résultat de la PCR. Les frais d'hôtel et ceux liés au test qui s'élèvent à 90 000 francs CFA sont à la charge du passager. À ce jour, une centaine de cas de non-présentation de tests valides de Covid-19 a été enregistré. Un ensemble de mesures qui rassurent partenaires et usagers de l'aéroport. Nous sommes heureux de constater que déjà au niveau des programmations, il y a une tendance haussière parce qu'il y a une confiance qui s'installe quand même et les compagnies recommencent à vouloir effectuer des vols intra-régionaux ou des vols intercontinentaux d'une part. Et nous sommes heureux de constater que nous avons eu plus de 20 mouvements à ce jour qui indiquent donc que l'opérationnalisation des vols est effective. Donc nous avons des passagers qui viennent au Burkina Faso, comme vous l'avez constaté tout à l'heure. Le fait vraiment de faire des contrôles à l'entrée des aéroports aussi permet de rassurer déjà ceux qui sont dans le pays et ceux qui arrivent. Les mesures prises ici, c'est un peu acceptable, ça va, ça peut aller. Mais la question qui nous reste, est-ce que ça va continuer ainsi? À cette question, les autorités de l'aéroport assurent qu'aucun laxisme ne sera permis car la sécurité sanitaire des passagers reste une préoccupation majeure. Visite guidée sur les réalisations du PNGT en appui à la décentralisation. Plus de 400 micro-projets réalisés pour la plupart des infrastructures marchandes et des équipements à Nandiala dans le Bulkemde et à Goursi dans le Zandoma. Des réalisations présentées au ministre de l'Agriculture, ministre de tutelle du Programme national de gestion du terroir. Issa Kafando, Maxime Zongo. Des marchés avec de grands hangars, des boutiques, des infrastructures d'assainissement et bien d'autres commodités, ce sont là la contribution du PNGT au développement des communes. À Nandiala, dans le Bulkemde, c'est un marché moderne de plus de 250 millions de francs CFA qui a été construit. Et Nandiala étant une plaque tournante du commerce, avec ce marché et nos efforts qui vont s'ajouter, je crois que il y aura une nette amélioration de nos recettes au niveau des communes et les commerçants seront plus à l'aise. À minima commune de Goursi, dans la région du Nord, c'est également un marché moderne qui a vu le jour avec la contribution du conseil régional. Des réalisations destinées à booster l'économie locale. C'est ici qu'il pleut beaucoup, c'est ici qu'il y a beaucoup d'agriculteurs et il y a moins de place pour le commerce. Et vous voyez qu'avec ce joyau, ils vont pouvoir vraiment exercer dans les bonnes conditions leur commerce. En se rendant sur le terrain, le ministère de l'Agriculture, département de tutelle du PNGT, tenait à féliciter les bénéficiaires, mais surtout les inviter à une meilleure gestion de ces infrastructures afin qu'elles soient profitables à toute la chaîne de production. Nous produisons au niveau du ministère de l'Agriculture et les marchés sont toujours difficiles.
C'est pourquoi ces genres d'infrastructures vont participer à la commercialisation des produits agricoles. C'est pourquoi c'est le PNDRP, qui est un projet du ministère de l'Agriculture, qui a été sollicité pour accompagner les communes dans ce sens. Environ 400 micro-projets pour plus de 5 milliards et demi de francs CFA ont donc été réalisés avec le PNGT, devenu aujourd'hui PNDRP, Projet national de développement rural productif. Un vaste programme pour accompagner les communes dans leur effort de modernisation de leurs outils de production. Cap sur l'université de Dédougou, les premiers souscripteurs au programme Un étudiant, un ordinateur viennent d'entrer en possession de leur dû. Le professeur Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur, était là au moment de la remise de ces outils informatiques. Au total, 91 ordinateurs remis aux étudiants bénéficiaires de cette université. Le point avec Samson Bationo et Karim Ouedraogo. Nemata Sinare reçoit des mains du professeur Al-Kassoum Maïga, ministre en charge de l'enseignement supérieur, un ordinateur flambant neuf. Comme elle, ils sont au nombre de 91 ces étudiants de l'université polytechnique de Dédougou à bénéficier de ces outils informatiques subventionnés par l'État burkinabé et ses partenaires à hauteur de 60%. Ça va me permettre de beaucoup étudier, surtout dans les recherches. Et encore, le ministre vient de nous rassurer que d'ici la rentrée prochaine, on va avoir un débit optique élevé ici. Je suis très émue d'avoir bénéficié de cet ordinateur. Ça va me permettre d'améliorer mes études et en performance aussi. Avant, c'était avec mon petit téléphone que je me débrouillais. Mais en plus de ceux qui ont reçu, et d'autres peuvent en profiter. Okay? Donc nous sommes très ravis et très heureux pour ces étudiants et pour toute l'université de Dédougou. Cette dotation des étudiants en ordinateur portable de qualité à moindre coût s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel Un étudiant, un ordinateur. Aujourd'hui, nous avons sur la plateforme près de 7400 étudiants qui ont vu leur subvention accordée. Nous avons déjà pu livrer à la date d'hier, c'est-à-dire le 3 août, nous avons pu livrer plus de 2500 ordinateurs aux étudiants. Le processus se poursuit. Nous allons nous attaquer bien sûr à la connexion Internet au niveau de toutes les universités et de permettre que les étudiants, avec ces ordinateurs qu'ils ont reçus, puissent se connecter convenablement. Les inscriptions se poursuivent sur la plateforme Campus Faso. L'université de Dédougou compte plus de 1600 étudiants et 996 étudiants sont éligibles pour ce projet de dotation en ordinateur à coût subventionné. Le gouvernement est dans une dynamique de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à travers le ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui entame depuis hier une série de formations sur l'entrepreneuriat à Bobo Dioulasso. Cette formation assurée par le secrétariat de Youth Connect Burkina vise au moins 800 jeunes et femmes des Hauts-Bassins. Drissa Traoré et Widia Roukessanou pour plus de précisions. Ils sont élèves, étudiants ou acteurs du secteur informel. Jeunes et femmes des Hauts-Bassins, ils se familiarisent ici avec les notions d'entreprise, d'entrepreneur et de création d'entreprise, cela en vue de susciter en eux l'esprit d'entrepreneuriat. La fonction publique, à elle seule, ne peut pas employer tous ces diplômés qui sortent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les outiller en entrepreneuriat pour que chacun puisse entreprendre, que chacun puisse donc s'auto-employer. S'auto-employer, ces participants y aspirent déjà, à l'image de Sandrine Ouattara qui fonde beaucoup d'espoir sur cette formation. Je suis étudiante en industrie alimentaire et je suis venue ici pour apprendre afin de créer plus tard ma propre entreprise et de transformation de produits locaux. 5 sessions du genre au profit de 800 jeunes et femmes se tiennent simultanément dans la région des Hauts-Bassins. 3 jours, c'est le temps pour ces formations, prévues également dans les autres régions du Burkina Faso.
Des Amazones de la cohésion sociale, un concept trouvé en décembre 2019 par l'OIM et le département de la cohésion sociale pour la consolidation de la paix au Burkina. 28 Amazones viennent d'être outillées à Zignaré, un renforcement de capacité pour leur permettre de réussir leur mission d'ambassadrice du vivre en communauté. Daouda Ouattara, Maïmouna Traoré. Ces femmes ont été désignées et installées le 29 décembre 2019 à Bobo-Dioulasso comme Amazones de la cohésion sociale. Elles sont donc appelées à s'impliquer dans la prévention, la construction et la consolidation de la paix. Il s'agit au cours de cette formation de renforcer leurs capacités sur l'utilisation des outils de sensibilisation sur la paix, le civisme et la gestion des conflits. Les femmes doivent jouer un rôle de premier plan. Les femmes ont un rôle de premier plan et malheureusement les femmes sont toujours relayées au second plan et ce sont elles qui souffrent en premier. Ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Donc il était important à travers cette initiative d'aider les femmes justement à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir être mieux impliquées dans la prévention au niveau local, au niveau de leur communauté, à travers cette formation qui les outilleront à un changement de comportement. La formation consiste à la maîtrise et à l'utilisation d'une boîte à images sur les mécanismes de pacification du discours, la promotion du dialogue social, la transmission des valeurs communes du vivre ensemble, l'identification, la prévention et la gestion des conflits. Les participantes, au nombre de 28, sont venues de 6 régions. Une autre session est prévue à partir du 6 août pour 30 femmes. À l'issue de la formation, chaque participante recevra une boîte à images qui lui permettra de former à son tour des leaders communaux qui assureront la sensibilisation sur le terrain. Allons partager la joie de Abdul Razak, un heureux gagnant du 4+1 du 24 juillet dernier. Jeune de 33 ans, ce natif de Koudougou remporte gros, plus de 88 millions de francs CFA de gains avec seulement 300 francs à la Lonabé, la remise du lot en image avec Amadou Ilboudou et Caroline Ouaré. Âgé de 33 ans et cultivateur de profession, Abdul Razak Bereoutougou est devenu multimillionnaire par le fait de la loterie nationale burkinabé. 88 13 500 francs CFA est le lot qu'il empoche après avoir misé 300 francs CFA au 4+1 du vendredi 24 juillet dernier. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Ce n'est pas plus que ça. Il n'y a vraiment rien de plus. S'il plaît à Dieu, je compte investir le tout. Ce gagnant de Koudougou succède à un autre de la région des Hauts-Bassins, Bobo-Dioulasso précisément. Des gains qui réjouissent tout aussi bien la direction générale de la Nationale des Jeux de hasard qui salue un retour chanceux après le confinement dû au Covid-19. Le pari mutuel a été éprouvé par la pandémie. On a dû même arrêter à un moment donné les activités. Et reprendre et avoir les gros gagnants, c'est vraiment un sentiment de satisfaction qui m'anime aujourd'hui. En attendant le tour au plus chanceux des parieurs, les messages des premières autorités administratives, politiques et coutumières de la ville de Koudougou sont à des investissements tout aussi fructueux du gain de l'heureux gagnant. 20 prétendantes pour une couronne. Le concours Miss Université 18e édition fait vibrer le Sénasa. 10 candidates sont retenues hier soir pour poursuivre cette course de défilé pour jeunes filles sur la thématique Burkina Debout. La plus belle et la plus éloquente des étudiantes à découvrir dans ce reportage de Rasmane Zoundi et Moumouni Soubeiga. Océane Sou, étudiante en communication à l'Institut supérieur privé Polytechnique, est la nouvelle ambassadrice de la beauté estudiantine physique et intellectuelle du Burkina. Elle est aussi élue Miss du public. Une double distinction, une grande satisfaction pour la lauréate. Je suis très heureuse parce que je ne m'y attendais pas vraiment. Et c'est un réel plaisir pour moi de porter cette couronne. Parce que c'est une couronne qui prône déjà l'intelligence et la beauté. Je compte d'abord faire un don à un orphelinat. Et après cela, déjà moi j'aime la danse et je compte organiser des
des concours ou soirées, si je peux dire, pour promouvoir ce côté-là, parce qu'ici au Burkina, on ne considère pas vraiment la danse. Pour le promoteur, c'est un pari gagné car cette 18e édition se tient dans un contexte marqué par le Covid-19. Les difficultés rencontrées, vous savez, lorsque vous êtes à 10 jours d'une manifestation et puis on annule la manifestation, vous avez déjà engagé des dépenses qu'on ne peut plus récupérer. Et bien sûr aussi, nous avons perdu certains partenaires parce qu'à cause du Covid, les entreprises ne voulaient plus injecter de l'argent dans le marketing et dans la communication. Et aussi, il y a des partenaires qui ont diminué leur apport parce que ils ont orienté tous les budgets sur le social. Et on n'avait pas le temps pour parler de marketing. Donc ça nous a vraiment impacté, financièrement surtout. Mais nous avons tenu à les faire. La Miss Université 2020 repart avec 4 millions de francs CFA, une moto d'une valeur de 1 450 000 francs CFA et de nombreux gadgets des sponsors. Elle est suivie par Grace Yiripebou et Rakina Tamboura, respectivement première et deuxième dauphine. Triste nouvelle hors de chez nous, le Liban meurtri par une double explosion à Beyrouth, la capitale. Une centaine de morts enregistrés, plus de 300 000 personnes sans abri. Les déflagrations ont également fait d'énormes dégâts dans la moitié de la ville. Regardez. D'abord une, puis une seconde explosion dans le port de Beyrouth. La déflagration a été extrêmement puissante, ressentie jusqu'à Chypre. Une catastrophe qui a soufflé le port de la capitale libanaise et les quartiers environnants. Selon un bilan de la Croix-Rouge libanaise établi ce mercredi matin, plus de 100 personnes ont été tuées et des milliers de blessés sont à déplorer. À l'origine de ces explosions, un stock de nitrate d'ammonium, 2750 tonnes, entreposé dans un hangar du port de Beyrouth. J'ai déjà vécu des explosions de voitures piégées ici dans la région et généralement je vois de la fumée noire monter. Cette fois c'était rose et blanc, mais c'était énorme. C'était comme un volcan. Et le son, la fumée et le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de personnes qui l'ont entendu, c'était la première fois que cela se produisait dans ce pays. Dans la ville, des milliers de personnes en sang, déboussolées, constatent les dégâts. Un jour de deuil national a été décrété par le gouvernement. Les responsabilités vont être établies. Les responsables de cette catastrophe en paieront le prix. C'est une promesse faite aux martyrs et aux blessés. C'est un engagement national, a déclaré le Premier ministre libanais Hassan Diab. Je ne sais pas quoi dire. Une catastrophe a frappé le Liban. Que Dieu nous protège des malheurs. Les hôpitaux qui doivent déjà faire face à la pandémie de Covid-19 ont été confrontés à un flot continu de blessés. Plusieurs pays ont proposé leur aide, notamment la France et les États-Unis. Une enquête a été ouverte pour en savoir plus sur les conditions de stockage d'une substance aussi dangereuse. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité au programme de la télévision du Burkina. À bientôt.